Léonard de Vinci, ce nom, on le connaît tous. C'est presque un synonyme de génie. Et pourtant, plus de 500 ans après sa mort, le mystère reste entier. Comment est-ce qu'un seul homme a pu être tout ça à la fois? Alors voilà la grande question. Qu'est-ce qui faisait de lui un génie? Pas juste un talent, non, un vrai génie. On va essayer de regarder au-delà des étiquettes qu'on lui colle tout le temps, parce que la clé, en fait, elle est ailleurs. L'artiste, évidemment, c'est la première image qui vient en tête. Le peintre de la Joconde, ce fameux sourire qui nous fascine encore aujourd'hui. Ça, c'est le Léonard de carte postale, celui que tout le monde pense connaître. Mais il y a l'autre facette, l'inventeur. L'homme qui, dans ses carnets, dessinait des machines volantes, des sortes de tanks, des ponts incroyables, des siècles avant leur temps. Son imagination, c'était de la pure science-fiction pour l'époque. Et puis, bien sûr, le scientifique, l'observateur quasi obsessionnel de tout, le corps humain, les tourbillons dans l'eau, la façon dont la lumière se comporte. Pour lui, regarder ne suffisait pas. Il fallait absolument comprendre les règles du jeu, les mécanismes cachés derrière chaque chose. Alors, artiste, inventeur, scientifique, qui était le vrai Léonard? Eh bien, la réponse est tous à la fois. Et le secret, la clé pour comprendre comment tout ça tenait dans un seul esprit, eh bien, elle se trouve là, dans ces fameux carnets, des milliers et des milliers de pages. Alors c'est ce qu'on va faire. On va plonger dans ces carnets. Mais attention, pas pour faire une liste de courses de ses inventions. Non, on va essayer de craquer le code, de comprendre comment il pensait, comment il passait d'une petite observation, d'un détail, à une idée de génie. C'est un voyage au cœur de son cerveau et ça commence maintenant. Le point de départ pour Léonard, c'était toujours la même chose, l'observation, l'art de voir. Pour lui, il n'y avait aucune différence entre dessiner une fleur et disséquer un muscle. C'était la même démarche, la même obsession, comprendre comment ça marche. Prenez le sfumato, par exemple, cette technique de peinture un peu vaporeuse si célèbre. Eh bien, ce n'est pas juste un style, c'est de la science en action. Il a passé un temps fou à étudier l'optique, à comprendre comment la lumière se diffuse dans l'air, pour ensuite pouvoir le recréer sur une toile. L'art et la science, c'était la même langue pour lui. Et regardez ça, ces tourbillons d'eau qu'on voit dans ses peintures. Ce n'est pas juste de l'imagination, pas du tout, c'est le résultat de ses études sur la mécanique des fluides. Il passait des heures au bord des rivières, à dessiner, à analyser le mouvement de l'eau. Son art n'était pas seulement beau, il était vrai. Et sa philosophie est parfaitement résumée dans cette phrase de ses carnets. Il part d'une observation physique, scientifique, sur l'eau d'une rivière, pour arriver à une méditation hyper profonde sur le temps. On voit bien le cheminement, non? L'observation de la nature nourrissait tout, sa science, son art et même sa pensée philosophique. Donc voilà le point clé. Chez lui, il n'y a pas de hasard. Chaque détail est le fruit d'une étude. Derrière un rocher, il y a la géologie. Derrière une plante, la botanique. Derrière un muscle, l'anatomie. Pour lui, tout ça, c'était un seul et même monde. Maintenant, on entre dans une partie plus secrète, peut-être plus dérangeante de son travail, son obsession pour le corps humain. Sa logique était simple en fait. Pour peindre l'âme, pour capturer une émotion, il fallait d'abord comprendre la machine derrière, le corps. Et pour comprendre, il est allé très très loin. On parle d'une trentaine de dissections humaines. 30! Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était interdit, c'était considéré comme un péché, c'était dangereux. Il risquait tout, sa réputation, sa liberté, tout ça pour savoir. Et son approche était incroyablement méthodique. Il ne se contentait pas de dessiner ce qu'il voyait, non. Il démontait couche par couche. Les muscles, les os, les organes. Il voulait comprendre la mécanique. Comment un muscle tire sur un os pour créer un mouvement. Et c'est cette connaissance-là qui lui a permis de peindre des visages avec des émotions d'un réalisme absolument bluffant pour l'époque. Et tout ça, tout ce savoir, ça converge vers ce dessin que tout le monde connaît, l'homme de Vitruve. Ce n'est pas juste un beau dessin, c'est une déclaration. C'est le point de rencontre parfait entre l'art, les maths, l'anatomie. C'est le symbole même de sa grande idée, tout est connecté. Et cette idée que tout est connecté, c'est aussi la clé pour comprendre l'inventeur. Léonard n'inventait pas ex nihilo, à partir de rien. Il avait une source d'inspiration inépuisable, le plus grand ingénieur qui soit, la nature elle-même. Regardez, c'est l'exemple parfait. D'un côté, une étude super détaillée de l'aile d'un oiseau. De l'autre, le design de sa machine volante, l'ornithoptère. Le processus est limpide. Il observe la nature, il en décode les principes mécaniques, et ensuite, il essaye de les appliquer à une machine. On appelle ça le biomimétisme aujourd'hui. Lui, il faisait ça il y a plus de 500 ans. Et c'est pour ça que ces inventions nous paraissent dingues. Une machine volante, un char d'assaut. C'est vrai, la plupart étaient impossibles à construire à son époque.
il n'avait pas les bons matériaux, mais ce qui est fou, c'est que les principes d'ingénierie derrière étaient, eux, souvent incroyablement justes. Finalement, quand on y pense, le plus grand chef-d'œuvre de Léonard, ce n'est peut-être pas la Joconde, ni même une de ses inventions. Son vrai chef-d'œuvre, c'était sa façon de penser. C'était sa curiosité sans limite. Et cette citation, elle résume tout. Pour lui, savoir, ça ne servait à rien si ça restait dans un coin de la tête. La connaissance, c'était un outil pour faire, pour appliquer, pour créer. Le savoir devait être en action, toujours. Alors, si on devait résumer la méthode Léonard, quels seraient les ingrédients? D'abord, une curiosité de tous les instants. Ensuite, une observation hyper méticuleuse de tout ce qui nous entoure. Et surtout, cette capacité à faire tomber les murs entre les sujets, à voir les liens que personne d'autre ne voyait, voir comment un oiseau peut inspirer une machine et comment un muscle peut inspirer un portrait. Et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Notre monde y pousse à l'hyperspécialisation, à être expert d'un tout petit domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Léonard, le généraliste absolu? Est-ce qu'en se concentrant sur notre petit bout de savoir, on ne passe pas à côté de l'essentiel? Cette capacité à voir le tableau d'ensemble, à créer des ponts entre les idées. C'est souvent de là que viennent les vraies innovations. C'est peut-être ça la plus grande leçon de Léonard de Vinci pour nous, aujourd'hui.